Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus. On est ensemble aujourd'hui pour débroussailler le terrain de la voiture hybride. Alors l'hybride, c'est une appellation large qui cache en fait trois familles de technologies: le micro-hybride, l'hybride et l'hybride rechargeable. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les différences, les différents principes de fonctionnement, leur influence sur la conduite et bien sûr les avantages et inconvénients de chaque technologie. C'est parti. On va démarrer par la technologie la plus simple, à savoir la micro-hybridation, qu'on peut aussi appeler hybridation légère ou MHEV pour Mild Hybrid Electric Vehicle. C'est une technologie apparue discrètement sur le marché, c'était en 2015 sur l'anonyme Suzuki Baleno, et oui. Et 10 ans plus tard, il faut savoir qu'elle équipe quasiment tous les modèles qui sont tous contraints d'abaisser leurs émissions de CO2. Alors, ce système micro-hybride, il consiste à greffer au moteur thermique un alterno-démarreur qui est relié à une petite batterie. Cette petite batterie, elle va récupérer l'énergie durant les phases de décélération et de freinage pour ensuite la restituer à l'accélération. Le but, c'est tout simplement de soulager le moteur thermique dans les phases les plus énergivores et donc de réduire sa consommation. Avantage, le système est facile à adapter à un moteur thermique existant. Il peut d'ailleurs équiper des modèles essence, diesel, à boîte automatique, à boîte manuelle. Et puis l'autre avantage, c'est son coût assez modéré. Si on prend l'exemple d'une Opel Corsa actuelle, elle coûte 22 900 € en version 1,2 litre sans chaud à boîte automatique, 100% thermique, et 23 700 € avec le même 1,2 litre micro-hybridé. Le surcoût se limite donc à 800 € ici, et il est même remboursé en partie par le malus, qui est situé entre 330 et 400 € sur la Corsa thermique et qui est nul sur la version micro-hybride. Inconvénient maintenant de cette technologie micro-hybride, eh bien, d'abord le gain en consommation il reste faible, il se limite à quelques dixièmes de litres au 100 puisque l'auto ne roule jamais sur son seul moteur électrique. Le moteur thermique ne se coupe qu'à l'arrêt ou à la décélération dans des phases où de toute manière sa consommation était nulle. Il y a quand même des exceptions sur certains modèles qui disposent d'une hybridation légère un petit peu plus évoluée, c'est le cas chez Stellantis, c'est le cas aussi chez Audi. Pour ces modèles, le moteur électrique est intégré dans la boîte de vitesse et la capacité de batterie est légèrement supérieure et ça permet quelques phases de roulage en pur électrique. Alors, dans les faits, ces phases en tout électrique restent assez rares, elles interviennent surtout en manœuvre ou au décollage sur quelques dizaines de mètres, mais ça permet déjà de faire quelques économies de carburant en ville, là où ces phases sont les plus fréquentes. On passe maintenant à la technologie hybride classique, parfois appelée hybride auto-rechargeable ou HEV ou FHEV pour Full Hybrid Electric Vehicle. C'est une technologie qui a été rendue célèbre par la fameuse Toyota Prius dès les années 2000 et qui s'appuie sur un moteur électrique plus puissant et une batterie de capacité supérieure pour jouir de vraies phases 100% électriques. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les architectures full hybrides existantes. Certains constructeurs préfèrent l'hybride série, d'autres l'hybride parallèle. Parfois, on trouve un mix des deux systèmes, mais dans les faits, les sensations de conduite sont assez proches, donc on va se contenter de les décrire volant en main. On roule ici dans un Renault Symbioz E-Tech qui emploie le même moteur que les Clio et les Captur hybrides. Et on remarque d'emblée qu'on a beaucoup plus de phases 100% électriques que dans un modèle mild hybride. Là, je viens de démarrer au feu, voilà, on peut atteindre 40 voire 50 km/h sans que le moteur thermique ne se réveille. Voilà, là, il vient de se réveiller. Mais il va pouvoir se couper même plus tard à vitesse stabilisée vers 70-80, voire encore à plus haute vitesse en légère descente. Avantage du système full hybride, on bénéficie de vrais gains en matière de consommation en ville. Sans s'appliquer, on peut très bien rester sous les 5 litres au 100 km dans les bouchons. Et puis, la conduite y est très reposante, puisque la propulsion électrique évite les bruits, les vibrations. Et puis, généralement, les transitions entre les phases électriques et les phases thermiques restent très fluides, donc ça prolonge cette grande douceur de conduite. Inconvénient du système,
le gain en consommation est quasi nul sur autoroute, tout simplement parce qu'à haute vitesse, le moteur thermique est toujours en fonction, soit pour animer directement la voiture, soit pour recharger la batterie. On n'a donc quasiment aucun écart de consommation entre un modèle 100% thermique et un hybride sur ces parcours. Petit défaut commun au modèle full hybride, c'est des véhicules qui n'aiment pas vraiment être brusqués. Alors d'abord parce que ils ont des boîtes qui sont plus axées sur les économies de carburant que le dynamisme, que ce soit des boîtes à variation continue ou là une boîte à crabot à 4 rapports seulement dans le Symbiose. C'est des transmissions qui ont tendance à un petit peu emballer le moteur thermique lors d'un besoin de puissance, donc c'est pas toujours agréable. L'autre inconvénient, c'est que le niveau de performance est assez inconstant en fonction du niveau de charge de la batterie. Alors, pas de souci quand on a un besoin de relance, un besoin de puissance ponctuel. Là, quand on écrase l'accélérateur, les deux moteurs se donnent la main pour procurer des relances efficaces. En revanche, quand la batterie commence à devenir un petit peu faiblarde, par exemple en haut d'une longue rampe d'autoroute ou en montée de col, et bien là on ne peut plus compter que sur le moteur thermique. Et en général, ce moteur thermique, il n'est pas très puissant. Là, dans le cas du Symbiose, il fait seulement 94 chevaux. On est bien loin des 145 chevaux cumulés promis sur la fiche technique. Côté surcoût, celui des modèles full hybride est aussi supérieur à celui des mild hybrides. Si on prend l'exemple d'un Renault Arcana qui, il y a quelques mois encore, débutait à 32 300 € en TCE 140 EDC micro-hybride et il débutait à 33 900 €, soit 1600 € de plus en version full hybride 145. Dernier chapitre, celui des hybrides rechargeables, aussi appelés PHEV pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Sur le principe, ces modèles ressemblent au full hybride, sauf qu'ici le moteur électrique est plus puissant et surtout la batterie devient rechargeable sur secteur et elle peut emmagasiner beaucoup plus d'énergie. Ça permet d'offrir une vraie autonomie en mode 100% électrique. Alors ça varie beaucoup entre les modèles, hein. C'était une quarantaine de kilomètres maximum il y a quelques mois encore. Aujourd'hui, certains modèles PHEV peuvent dépasser les 100 km d'autonomie, c'est notamment le cas dans le groupe Volkswagen. L'idéal avec une hybride rechargeable, c'est bien sûr de pouvoir recharger chez soi pendant la nuit par exemple, soit sur une prise classique, soit sur une wallbox comme ici. C'est comme ça qu'on aura accès aux tarifs les plus intéressants. Pour vous donner une idée, à l'usage, un roulage en électrique avec une hybride rechargeable de type Volvo XC60 comme celui-ci, ça vous coûtera 4 € au 100 km si vous rechargez chez vous, alors que si on roule à l'essence, ça coûtera entre 12 et 13 € au 100 km. Donc il y a vraiment de quoi faire des économies au quotidien, à condition encore une fois de recharger à domicile. C'est ici que l'électricité sera la moins chère, car sur les bornes publiques, les tarifs peuvent aller du simple au triple. Après, même si vous jouez le jeu de la recharge régulière, vous aurez beaucoup de mal à rentabiliser le surcoût à l'achat, qui est dû à la batterie bien plus grosse et donc bien plus chère. On peut prendre ici l'exemple d'un Kia Niro qui est proposé en full hybride ou en plug-in hybride. On démarre à 34 000 € pour le premier et à 41 000 € pour le second, c'est 7 000 € de plus. Pour ne rien arranger, il n'y a plus de bonus pour ces hybrides rechargeables et il y a même depuis mars 2025 un malus possible, c'est le fameux malus au poids. Donc pour un acheteur particulier, retenez qu'il est quasiment impossible de gommer le surcoût à l'usage. C'est différent pour un achat par une entreprise puisque les hybrides rechargeables ouvrent droit à plusieurs avantages. Réduction de la taxe sur les véhicules de société, possibilité d'amortir le prix de la batterie en plus de celui du véhicule. Alors malheureusement, les collaborateurs n'ont pas toujours de quoi recharger chez eux ou sont remboursés du carburant mais pas de l'électricité. Et le souci, si on ne recharge pas ces batteries sur secteur, c'est qu'on se retrouve avec le fonctionnement d'un modèle full hybride, hein, c'est-à-dire qu'on roule en électrique seulement à faible allure, grâce à l'énergie qui est récupérée à la décélération. Mais les gains en consommation sont moindres qu'avec un modèle full hybride, car la masse de la batterie est bien supérieure. On constate en général entre 150 et 200 kg d'écart entre un modèle full hybride et un modèle plug-in hybride. Il est l'heure de dresser le bilan pour vous guider dans le choix entre ces trois hybridations. L'hybridation légère, j'ai envie de dire qu'elle est quasiment imposée aujourd'hui, hein, elle équipe la majorité des nouveaux modèles. Il faut juste ne pas s'attendre à des gains spectaculaires en termes de consommation par rapport à une auto 100% thermique, hormis en ville avec les systèmes MHEV+, de chez Audi ou chez Stellantis, comme on l'a vu tout à l'heure.
Pour l'hybridation classique, là on a un petit surcoût à l'achat, mais on récupère de vrais gains en matière de consommation, et notamment si vous roulez souvent en milieu urbain ou périurbain. L'agrément est aussi supérieur grâce aux phases 100% électriques. En revanche, si vous faites principalement des longs trajets sur autoroute ou si vous vivez dans une région à fort relief, là les bénéfices sont bien plus maigres. L'agrément de conduite pourra même être inférieur à celui d'un modèle thermique ou hybride léger. Donc ici, tout va dépendre de votre usage. On termine avec l'hybridation rechargeable. Là, on peut faire de vraies économies à l'usage si on joue le jeu de la recharge régulière. On peut avoir quasiment une voiture électrique la semaine et une thermique pour les longs trajets. Le point noir de cette technologie concerne son surcoût à l'achat très important. Du coup, le bon plan pour ces PHEV, il se situe plutôt du côté de l'occasion. En effet, chez ces autos, les autonomies progressent vite et démodent rapidement les modèles âgés de 3, 4, 5 ans. Donc, si votre kilométrage quotidien est dans la moyenne, l'hybride rechargeable d'occasion peut se montrer très intéressant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les différences entre les hybridations sont plus claires pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne de l'Argus. À bientôt, ciao.